Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre, et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé, et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible, et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Bonjour, nous avons entamé la saison 2 d'Happy Podcast qui se déroule en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. La première série de cette saison 2 a été consacrée à Emily Summers et nous entamons aujourd'hui la seconde série avec Séverine Évrard. Bonjour Séverine. Bonjour Valérie. Cette fois-ci, nous sommes dans mon salon, installé sur des canapés en cuir vert, dans une pièce lumineuse, chaleureuse, une atmosphère joyeuse, propice à une conversation qui s'annonce délicieuse. Et je vais commencer par te présenter, avant de rappeler le défi que tu as formulé à l'occasion de la table ronde des fêlés. Pour les auditeurs qui auraient envie de l'écouter, il s'agit de l'épisode 6 intitulé « La transmission de la lumière ». Alors, Séverine, tu es avocate, médiatrice holistique, entrepreneur, puisque tu as fondé 2 cabinets d'avocats, dont celui où tu exerces actuellement, Accord Majeur. Tu es également auteur du livre De justice à justesse, Être avocat autrement, qui est sorti en 2023. Au niveau des fêlures, tu fais partie des hauts potentiels hypersensibles, hyper empathiques. Et pour pouvoir gérer tout ça, tu as d'abord construit une carapace pour te protéger, te sentir plus en sécurité et tu t'es bien entendu suradapté. Et logiquement, c'est l'épuisement, le burn-out qui t'a permis d'en prendre conscience. Et tu t'en es libéré lors d'une séance de coaching qui a joué un rôle de déclencheur. Tu as ensuite suivi un chemin de transformation pendant 25 ans. Et tu as décidé de te servir de ton expérience pour proposer une approche holistique de la résolution des conflits avec des solutions juridiques et des solutions de croissance personnelle. Est-ce que c'est bien toi ? Oui, c'est bien moi Valérie. Et en t'écoutant, je réalise qu'il y a un élément dont je n'ai pas parlé lors de la table ronde et qui a été un élément très significatif dans mon parcours. C'est une maladie en 2003. J'avais alors 32 ans, qui a été un élément foudroyant pour moi lorsqu'on m'a annoncé un diagnostic de cancer. Qui alarmait très fort le médecin qui l'avait diagnostiqué. Et pour moi, cette perspective de choix entre se battre pour la guérison ou laisser la maladie se développer et possiblement ne plus être là a été foudroyant et fondateur aussi, dès l'instant où j'ai choisi la guérison. Ah ça, je veux bien le croire. Et c'est quelque chose, effectivement, c'est une nouvelle révélation dont tu n'avais pas parlé. Merci pour cette précision très, très importante qui explique encore plus ton approche holistique, évidemment, du sujet. Oui, tout à fait. C'est parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas comprendre cette maladie, étant donné que j'avais une santé excellente et que je n'avais même jamais été malade, jamais connu un jour de congé pour raison de maladie, que j'ai choisi d'aller en comprendre en fait la raison, le sens. Et mon chemin de guérison a été pluriel,
holistique avec de l'allopathie et aussi d'autres médecines. Et c'est forte de cette victoire totale que j'ai eu envie de proposer une approche beaucoup plus complète dans la résolution des conflits pour mes clients. Très logique. C'est l'expérience personnelle, évidemment, qui nous amène à transposer dans l'univers dans lequel on exerce ce que l'on a pu expérimenter. Exactement. Magnifique. Eh bien, Séverine, passons maintenant à ton défi, à cette nouvelle étape de confrontation qui te freine encore dans ton développement et ton rayonnement. Et lors de la table ronde, quand je t'ai posé la question que te manque-t-il pour déployer ta puissance, tu m'as répondu oser demander et recevoir de l'aide. Tu m'as même parlé d'ouverture au soutien, à la collaboration, au fait de ne plus être seul à porter et à ouvrir ce chemin-là. Tu as un commentaire ? Écoute, c'est un défi qui reste d'actualité et qui effectivement marque mon chemin de vie. Alors, il a été très clair très tôt pour moi que lorsque j'évoluerais à titre professionnel, ce serait dans le cadre du statut du travailleur indépendant et que j'avais besoin de pouvoir être aux commandes en fait. Et donc c'est pour ça qu'une fois que ma formation a été achevée, c'était assez logique que d'envisager de créer un cabinet d'avocats et d'en fonder un premier cabinet. Bien sûr. Et donc, comme tu dis, ça a été un premier élément, un premier réflexe. Est-ce que je peux en comprendre à demi-mot que tu as quand même une vision de l'entrepreneuriat maintenant qui commence à s'élargir au soutien, à la collaboration et que l'entrepreneuriat en aventure individuelle a ses défauts et ses qualités, en tout cas a quand même beaucoup de limites. Et tel que tu l'as vécu aussi pour sortir de ton cancer et aller vers la guérison, tu es allé évidemment chercher de l'aide. Donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu as une vision plus collaborative de l'entrepreneuriat ? Oui, certainement. J'ai fait l'expérience de cet entrepreneuriat solo, c'est-à-dire cette solitude du chef d'entreprise qui avance envers et contre tout et qui emmène avec lui son équipe et qui fait et qui est un petit peu au four et au moulin en permanence. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de passer à autre chose, de vivre autre chose et surtout d'être dans une dimension du donner et du recevoir qui est beaucoup plus large. Et qui donc implique de former équipe avec d'autres personnes. Alors ce travail en équipe me tient vraiment à cœur. Je travaille en équipe avec mes clients, je travaille en équipe avec mes collaborateurs avocats, je travaille en équipe avec des partenaires experts dans le cadre de l'approche holistique. Donc cette dimension plurielle aujourd'hui, elle est tout à fait essentielle. Et donc tu as déjà osé demander de l'aide et du soutien ? Alors j'ai déjà osé demander de l'aide et du soutien. Oui, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres et il y a des personnes vers lesquelles c'est plus facile que d'autres. C'est vrai qu'il y a déjà quand même un chemin qui se dessine et qui peut, à mon sens, encore s'élargir. Mhm. Et c'est un élément, on va dire, tu viens de rappeler l'importance justement de savoir avec qui finalement on va pouvoir faire ce chemin. Si on commence par ton équipe, c'est peut-être le plus facile, c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui sélectionne, choisis. Comment tu procèdes avec cette équipe ? J'ai assez vite mis en place une manière de créer cette équipe qui était d'emblée axée sur le facteur humain. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'une personne supplémentaire dans l'équipe, eh bien à ce moment-là, je vais recevoir les candidats et je vais passer énormément de temps à les écouter.
eux, à leur poser des questions pour savoir qu'est-ce qui leur a donné envie de postuler chez moi, comment est-ce qu'ils fonctionnent, euh, tant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle, ce qui les motive, ce qui les retient, ce qui est toujours un entretien très riche. Et puis alors, je leur parle de moi, de ma personne, et puis du mode de fonctionnement du cabinet, pour que dans cet espace de rencontre mutuelle, on puisse tout de suite savoir s'il y a un élan de travailler ensemble, il y a un désir de construire quelque chose et de cheminer côte à côte. Et ensuite, une fois que ce premier élan est validé, je vais proposer au candidat, qu'il accepte ou pas, un problème juridique à résoudre. Comme ça, il peut alors vraiment là faire étalage de ses compétences, de ce pourquoi il a étudié pendant 5 ans. Et lorsque j'ai pris connaissance de leur travail, je vais alors choisir les personnes à qui je propose un second tour, une seconde rencontre. Et là, je rentre dans le vif du sujet financier notamment, de la collaboration, donc dans tout ce qui est beaucoup plus pratique. Et puis, je ferai le choix, moi, du candidat ou de la candidate qu'alors je retiens. Un choix, j'imagine, qui va être une sorte de pondération de l'humain, donc du savoir-être, de l'être, du savoir-faire, puisque tu expérimentes les expertises et tu en tires évidemment quelques leçons. J'imagine que tu échanges avec eux pour pointer les bonnes choses d'abord, évidemment, j'imagine bien, mais Évidemment, aussi les sources de progression possibles. exactement. Et donc, tu pondères, ça t'arrive d'avoir des hésitations. Qu'est-ce qui emporte le morceau, là? Alors effectivement, il peut arriver que 2 candidats retiennent vraiment mon attention, mon envie. Et dans ce cas-là, il y a un choix à faire, puisqu'il y a par définition une place, de l'espace pour une personne. À ce moment-là, je vais prendre le temps vraiment de ressentir, en fait, là où l'élément est le plus fort. Et donc, finalement, c'est mon intuition qui va m'orienter. J'allais le dire, mais je préfère que ce soit toi qui l'exprime, évidemment. Lorsqu'on est connecté à l'humain, on va évidemment d'abord écouter ses sensations. Et ensuite simplement vérifier ce qui est du domaine de l'expertise, de l'expérience aussi, bien sûr, de la personne. Et puis, comme moi, je dis souvent, j'adore cette façon de voir les choses, que choisir, ce n'est pas renoncer, c'est séquencer. Donc, ça veut dire que tu as aussi un deuxième candidat potentiel que tu peux peut-être solliciter ultérieurement. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Absolument, absolument. Donc la porte est toujours ouverte, en fait. Nous avons été en relation, il y a eu un élan partagé, ça ne peut pas se concrétiser à ce moment-là, mais la relation est amorcée. Et donc à nous, après, de décider d'enrichir, de développer cette relation ou pas. Et donc ce qui a pu déjà se produire par le passé, c'est par exemple de commencer une collaboration externe de manière ponctuelle, avec l'avocat qui n'a pas été retenu quand, par exemple, j'ai une surcharge ponctuelle de travail, ou alors de laisser la porte ouverte lorsque l'avocat a parfait sa formation, mais voilà, s'il a envie d'autre chose, si dans le cabinet dans lequel il se trouve, il est arrivé au bout de la collaboration, il peut toujours venir refrapper à ma porte et voir alors si à ce moment-là, il y a une conjugaison qui peut se faire. Oui, certainement. Mhm. C'est un « et ». Et Bien sûr, voilà, c'est séquentiel. Et j'imagine qu'en cours de route, tu as aussi des formes d'entretien, d'échange, de points avec tes collaborateurs pour vérifier que cette adéquation est toujours juste.
Lorsque je commence une collaboration avec quelqu'un, l'idée, c'est toujours le long terme. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'épanouit dans le turnover. Non, une relation qui est amorcée est une relation que j'ai à cœur de construire et de développer. Et donc, effectivement, il y a des rencontres régulières, déjà par une réunion d'équipe une fois par semaine où on prend vraiment le temps de parler des clients, des dossiers du cabinet en intelligence collective. Et puis, il y a également des entretiens trimestriels pour justement évaluer le bien-être et le bon fonctionnement de la collaboration à titre individuel, du côté du collaborateur, de l'autre avocat et de moi-même et de la relation. Donc, on est toujours sur une tripartite, en fait, ce qui permet alors d'adapter le curseur. Et bien entendu, ma porte est toujours ouverte. La communication, pour moi, est un essentiel et une base de la collaboration de travail. Ça, c'est très très clair. Je ressens énormément de bonnes procédures, de bons process où effectivement l'humain est vraiment au centre. Et bien sûr, à lui aussi de faire des efforts et de s'adapter au process que j'imagine que tu as mis en place, parce que c'est quand même évidemment avec un résultat qui est nécessaire à la bonne conduite de tes dossiers. Oui, oui, absolument. Alors les process, le know-how existe, est validé. Et en même temps, dans le cadre de la collaboration, je suis toujours ouverte à l'apport d'un collaborateur pour améliorer le process. La créativité est aussi au cœur de l'ADN en fait de notre métier, et créativité tant au niveau de la relation avec le client que de la solution juridique que l'on veut apporter. Le métier d'avocat, pour moi, est vraiment un métier où nous aidons à faire progresser les réflexions, à faire progresser le droit. Et donc, on ne doit pour moi jamais hésiter à venir proposer une nouvelle thèse au magistrat que l'avocat de la partie adverse va venir confronter, contester, malaxer. Mais ça fait partie effectivement de notre métier. Je ne suis pas sûre que tous les avocats raisonnent comme toi. J'aimerais beaucoup, j'en ai pas rencontré beaucoup, moi, qui me semblent dans cette lignée que tu exprimes. Et j'allais te dire, est-ce que les collaborateurs, justement, t'expriment une identité différente, une façon de faire qui est particulière? Ce qu'il me renvoie, c'est la richesse du métier tel que je l'aborde, la bienveillance souvent que je témoigne à mes clients, le fait que je suis à même de pouvoir leur proposer des solutions variées, tant au niveau juridique, parce qu'il y a plusieurs voies, il y a la procédure, il y a la médiation, il y a la conciliation, il y a la négociation. Donc ça, ce sont déjà des outils de solution que tous les avocats ne pratiquent pas nécessairement, et également un accompagnement pas à pas où ils ressentent combien le bien-être du client, chemin faisant dans la gestion de son dossier et la résolution de son conflit, est central. Et ça, c'est une dimension à laquelle peu d'avocats sont attentifs, même si aujourd'hui, on en parle de plus en plus et on se rend bien compte, notamment qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on ne va pas pouvoir continuer notre métier uniquement de manière classique. Et quand je dis émergence de l'intelligence artificielle, c'est déjà obsolète. Oui, oui. Je veux dire, l'intelligence artificielle Elle est là. est bien en place. Oui. Exactement. Merveilleux, moi j'adore et j'imagine que le chemin de ces équipes, de ces avocats ou de ces collaborateurs doit être très formateur à tout point de vue et justement de façon holistique pour eux-mêmes. Oui, oui, c'est une ouverture parce qu'ils n'ont pas vu cette approche à l'université. Ça,
Ils n'en ont pas entendu parler, ils ne l'ont jamais vu pratiquer. Donc c'est souvent voilà, deux grands yeux qui s'ouvrent, un peu émerveillés, il faut bien Un le dire. cœur qui s'ouvre aussi. Et un cœur qui s'ouvre, oui. Voilà. Superbe. Bon, ben Séverine, je te propose de clôturer sur cette belle envolée du cœur et de l'humain et de nous retrouver la prochaine fois pour continuer à creuser un petit peu et explorer ton univers. Avec plaisir, Valérie. À bientôt, Séverine. À bientôt. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Séverine Évrard. Eh bien, nous retrouvons Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Valérie. Alors, la dernière fois, nous avons reparlé de ton défi qui, je le rappelle, consiste à oser demander et recevoir de l'aide, ce qui nous a amené à échanger sur un petit peu l'entrepreneuriat, son évolution, ta perception, mais surtout, effectivement, le mode collaboratif et on a bien échangé sur tes équipes et ton process et ta façon de mettre l'humain au centre. Donc, je te propose de repartir de là et d'explorer encore un petit peu plus la notion de collaboration parce que je me demande si derrière le fait de ne pas oser demander et recevoir de l'aide, il n'y aurait pas quelques mésaventures de collaboration infructueuses parce qu'effectivement, c'est quand même sur notre chemin, je crois. Qu'en penses-tu ? Écoute, oui, la vie est faite d'expériences et d'expériences multiples. Dans mon chemin, ce que j'ai pu rencontrer, effectivement, c'est une collaboration qui a été à la fois très enseignante et aussi très difficile. Nous avions commencé un projet commun qui, en fait, d'emblée, avait été marqué par des difficultés à trouver le lieu, difficultés par rapport à l'achat, difficultés à tout niveau. Manque de fluidité. Un manque de fluidité total. En l'occurrence, il était total. Mais voilà, j'ai dans ma personnalité la détermination, la persévérance, la confiance dans le fait que je peux faire. J'en connais une autre. Et donc, j'ai effectivement fait pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, il y a eu un événement très marquant qui, en fait, sonnait un signal d'alarme. Et donc, j'ai levé le nez qui était dans le guidon pour faire absolument fonctionner cette collaboration. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas continuer comme je l'avais fait jusqu'à présent. Et j'ai alors choisi, avec la personne en question, de recourir d'une part à un coaching pour voir quelle était notre volonté finalement de continuer ou un d'arrêter. Tiers qui viennent faire un peu de médiation. Alors ici, c'était vraiment clarifier l'intention d'abord. Et une fois que cette intention était clarifiée, à savoir une séparation, nous avons été en médiation pour pouvoir orchestrer cette séparation, ce qui m'a permis, et c'était très enseignant, moi qui suis médiatrice, d'avoir la place du médié ou du médiant. Et donc d'éprouver ce processus de médiation à cette place-là et aussi d'en faire l'expérience de ses atouts et de ses limites. Et puis, pour répondre à ta question, quand je me suis retournée sur le chemin effectué, je dois bien dire que d'emblée, en fait, j'avais reçu les signes qui m'indiquaient que voilà, c'était peut-être pas le chemin à prendre, mais j'ai choisi ce chemin et au bout du chemin, de par notamment le fait d'avoir pu expérimenter ce processus de médiation, c'était tout à fait intéressant et fondateur
enrichissant pour mon expertise et mon expérience à moi. Donc, c'était un chemin éprouvant, mais qui en fait avait du sens et qui avait ses apports et son cadeau. Eh bien oui, le cadeau caché, puisque tout est toujours juste. Et finalement, ces situations que l'on vit, et tu n'es évidemment pas la seule, sont simplement des expériences de confrontation à nous-mêmes, en fait. Et si on doit vivre une relation en miroir qui amène des conflits, ou en tout cas qui n'est pas fluide, comme tu le dis, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur nous avant tout, au lieu de juger l'autre, ce qui est en général le premier réflexe. Absolument. Et c'est en ça que on touche cette notion de responsable, c'est-à-dire face à une situation confrontante, quelle est la réponse que moi, je suis capable de donner pour traverser et sortir de cette situation difficile. Et ça n'est effectivement pas en blâmant l'autre et en étant dans une situation de victime que l'on peut grandir dans le conflit. Et c'est aussi pour ça que donner à un conflit une solution uniquement juridique ne permet pas d'avoir une réponse et une solution totale, parce que ce n'est pas uniquement la solution juridique qui compte, mais tout le chemin que l'on accomplit pas à pas pour pouvoir sortir du conflit. Et ce chemin-là est le chemin de la responsabilité. Intéressant. Je n'avais encore jamais entendu le responsible, mais tu as raison, c'est vraiment la capacité à répondre. Et elle nous incombe. Nous sommes responsables de notre chemin, nous sommes responsables du regard que nous portons sur la situation, nous sommes responsables du regard que nous accordons aux émotions. Parce qu'en général, lorsque les choses commencent un petit peu à s'envenimer, ça commence souvent par quelque chose que l'on ressent. Et comme tu viens de le dire, quand tu as fait le chemin et que tu regardes depuis le début, tu te dis, bon, il y avait un signe, un second, un troisième, mais bon, je ne veux pas le voir, je continue, même si il y a des ingrédients qui sont beaucoup plus émotionnels que mentalisés finalement. Et notre GPS, notre boussole intérieure, elle a beau nous dire attention, le chemin n'est pas par ici, mais de l'autre côté, il y a ce fameux mental qui lui a été entraîné à dépasser, à surpasser, à s'adapter. Et puis je pense que ce chemin-là, quand on est multipotentiel, il est encore plus ardu, parce que cette suradaptation vient de cette surcapacité initiale, tu crois pas ? Il y a dans cette multidimensionnalité que tu évoques une multi-activité à la fois émotionnelle, à la fois mentale, en résonance avec ce qui se passe dans notre environnement, avec les situations que l'on est amené à vivre. Et donc, on est en fait bombardé de tas d'informations, à la fois intellectuelles, émotionnelles, et ça n'est pas toujours simple, en fait, de gérer cette densité-là et cette intensité-là d'informations. D'où, effectivement, le besoin et la difficulté de s'occuper de ces deux sphères-là et d'être capable d'inclure les émotions plutôt que de les refouler, de les nier et de ne pas vouloir les sentir parce qu'en fait c'est trop fort. Et par ailleurs également de pouvoir calmer le mental pour que le mental puisse cheminer avec l'émotionnel et qu'ensemble, ces deux éléments puissent aider
le cavalier à monter et diriger adéquatement sa monture, parce qu'il y a un élan premier qui est celui du galop permanent. Ça, c'est sûr. C'est une belle image. C'est une belle image. Et effectivement, l'hippodrome est plein en plus. Donc, il y a plein de gens qui te regardent. Il y a aussi le regard des autres qui vient appuyer sur cette course. Une course au temps, une course à tout ce qui se passe autour de nous. Alors que c'est dans l'intériorité, évidemment, et dans le calme que l'on va pouvoir renouer et avoir accès à une forme de vérité intérieure qui est le véritable GPS. Oui, et c'est aussi pour ça qu'il est tellement important d'accepter et de vivre l'inspire, l'expire, le jour, la nuit, l'action, le repos. Cette dualité est souvent très marquée et j'ai envie de dire de manière un petit peu séparée et disharmonieuse, alors que l'apprentissage est de pouvoir harmoniser ce double mouvement. Mais ça, c'est évidemment tout un travail, tout un chemin. Plus tôt on est capable de le faire, et mieux on peut développer son potentiel de manière harmonieuse. Bien sûr, et j'en profite pour rappeler que le bonheur rentable s'appuie sur le potentiel, en tout cas moi ce que j'appelle plutôt le capital identitaire, humanitaire, et le profit monétaire qui en découle finalement. Donc pour pouvoir exploiter et rentabiliser notre capital, eh bien, il y a un chemin de découverte, de connexion à soi, qui est la première étape bien sûr de ce capital identitaire qui se construit pas à pas très très tôt évidemment dans nos étapes de socialisation. Et lorsque l'on est multipotentiel, on est effectivement souvent encore plus emprisonné. Et ça, c'était toutes nos discussions de la première table ronde défilée sur ces stratégies d'adaptation et tout ce qui a dans le chemin de chacun été un rôle de révélateur permettant un premier pas vers la prise de conscience pour déjà comprendre que c'est un chemin. Oui, et ce chemin commence effectivement de l'intérieur. Un élan va toujours venir de l'intérieur. Notre action, elle se met en mouvement au départ de nos émotions. Et l'émotion, elle naît d'une pensée, d'un stimulus extérieur. Donc il y a une cohérence en fait dans notre système de fonctionnement. Et dans ce qui m'est très cher, c'est cet alignement de la pensée, de la parole et de l'action. Bien sûr, et ça on va en reparler ultérieurement dans évidemment l'avocat aligné dont tu parles. Est-ce qu'on peut te demander ce que toi tu as mis justement comme ressources en place pour gérer ces émotions? Est-ce qu'elles continuent à te submerger et que fais-tu pour pouvoir dépasser ces vagues? Après avoir complètement bloqué mes émotions pendant des années, aujourd'hui, et depuis un certain temps, voilà, j'ose les ressentir et les vivre, et il est effectivement indispensable de les juguler. Et la manière de les juguler, les ressources que moi j'utilise sont en fait plurielles. Il y a la respiration, il y a la méditation qui pour moi fait partie de mon hygiène quotidienne. Il y a également le contact avec la nature, indispensable d'aller pouvoir se mettre en symbiose justement avec ce mouvement, cette respiration et cette simplicité, cette dualité aussi. Il y a la visualisation, il y a la natation. En fait, c'est une recherche d'équilibre permanent de 4 éléments qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Et
Et pour ça, je m'aide de différents outils qui sont ceux-là. Voilà, et que tu ressens justement comme étant le plus juste dans la situation donnée lorsqu'il y a un pic, j'imagine, et sinon d'une façon un peu quotidienne ou en tout cas régulière pour pouvoir entretenir cet espace de connexion. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Oui. J'ai un petit peu la même, la même approche. Et on est toujours, évidemment, en ouverture pour découvrir d'autres ressources, puisque chacun a fait son chemin. Moi, personnellement, j'ai expérimenté des tas de ressources, et avec plus ou moins de bonheur, bien sûr. Et après, c'est à chacun de faire sa synthèse, sa sélection, de savoir ce qui fonctionne sur lui-même. Et parfois, ça peut être dans le mouvement. Moi, je sais que je fais beaucoup de danse, de comédie musicale. J'adore le mouvement. Et tu faisais un petit dessin avec ton doigt tout à l'heure, je le dis à nos auditeurs. J'ai reconnu l'infini dans la dualité, le chemin d'un côté à l'autre. Bien, ce mouvement, effectivement, peut s'exprimer aussi directement avec le corps. Et c'est aussi, évidemment, libératoire. Donc, à chacun, évidemment, sa ressource. Et je dirais même à chacun son compte épargne émotionnel. On a souvent un capital, justement, monétaire, un compte épargne émotionnel aussi. Et ça fonctionne de la même façon. Il y a du débit, il y a du crédit. Donc, c'est à nous de trouver l'équilibre et de ne pas faire faillite. Certainement. Et tu parles de danse. Là, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur le fait que la danse est vraiment mon refuge. Ça, depuis toujours, depuis toute petite, c'est mon espace de réconfort. Et ça passe effectivement par le corps, par le mouvement et par le fait de pouvoir aller danser ses émotions, de pouvoir aller danser ses pensées, de pouvoir exprimer dans le corps et dans le mouvement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et d'être créatif et ouvert dans cet espace-là, parce qu'en fait, le corps a des millions de mouvements à nous proposer et vers lesquels nous diriger. Et donc ça, effectivement, c'est un kiff total. Alors, nous sommes deux. Je te propose d'aller danser bientôt ensemble. Et merveilleux. Moi, la danse, il y a des tas de choses à dire. D'ailleurs, je crois que j'avais enregistré une chronique là-dessus à la radio. Eh bien, Séverine, je te propose de clôturer ce 2e épisode et de revenir nous voir prochainement pour un nouvel échange. À bientôt. À bientôt, Séverine. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Séverine Évrard. Bonjour, nous retrouvons donc Séverine Évrard. Bonjour Séverine. Bonjour Valérie. Alors, nous sommes dans le 3e épisode. Je rappelle toujours ton défi, qui est d'oser demander et recevoir de l'aide. Nous avons jusqu'à maintenant parlé d'entrepreneuriat collaboratif, de tes équipes, de l'importance de la connexion à soi pour pouvoir justement entretenir des relations fructueuses avec l'autre. Et on a parlé de danse aussi beaucoup la dernière fois, en tout cas de ressources personnelles. Alors je te propose aujourd'hui d'aborder ta méthodologie, tes outils vis-à-vis de tes partenaires justement pour entrer dans des collaborations. Et peut-être que d'abord, tu pourrais nous dire un peu quel type de partenaire tu as, comment tu les trouves, comment tu les choisis, voilà, tes partenaires. Alors comme partenaire, j'ai les partenaires collaborateurs avocats pour tout ce qui est la sphère juridique et solutions juridiques à apporter aux situations conflictuelles des clients. Et puis, il y a également tous les partenaires
experts qui, eux, vont aider le client à cheminer et croître à titre personnel. Donc la spécificité de ce service holistique, c'est justement de pouvoir apporter aux clients des solutions juridiques et des solutions de croissance personnelle. Et pour ces solutions de croissance personnelle, il y a des partenaires experts dans différentes disciplines. Bien sûr. Alors comment est-ce que tu peux nous citer des exemples peut-être de ces disciplines? Oui, certainement. Donc il y a notamment les constellations familiales et systémiques. Il y a également la kinésiologie. Il y a également le somatic experience. Il peut y avoir également des techniques comme le Reiki. Ça, c'est un petit peu moins fréquent. L'idée, en fait, de ce partenariat est de pouvoir apporter aux clients un éclairage beaucoup plus complet sur les enjeux cachés, individuels et personnels qui sont à l'œuvre dans le conflit juridique et dont le client n'a pas conscience. Mais oui, on en parlait l'autre fois d'ailleurs dans notre échange, qu'il y a effectivement toujours une situation à vivre. Donc que se passe-t-il? Qu'est-ce que l'on doit essayer de révéler finalement derrière la situation? Donc là, c'est là où tu parles de croissance personnelle. Oui, exactement. Alors, tous les clients ne sont pas disponibles et n'ont pas envie de ça. Donc, je preste toujours un service classique d'avocat pour ceux qui le souhaitent. Mais pour ceux qui ont justement envie d'une solution approfondie, j'ai envie de dire, il y a cette possibilité du service holistique. D'accord. Et alors, tu les trouves comment, ces partenaires? Tu les expérimentes? Tu les choisis? Alors, ces partenaires sont tous des professionnels avec qui j'ai moi-même travaillé et dont je peux valider l'expérience, la compétence, l'éthique, le professionnalisme. C'est pour ça que la méthode holistique accord majeur s'inscrit avec des partenaires spécifiques. Accord majeur, cela fait maintenant 25 ans que je recours personnellement au développement personnel pour pouvoir dépasser des difficultés, des souffrances, des limites, des situations qui ne me permettent pas de pouvoir me sentir bien, de ne pas pouvoir développer mon plein potentiel. J'ai vraiment cette croyance, en fait, que la vie est belle et que les situations que nous avons à vivre sur notre chemin sont toutes des situations qui sont en fait au service d'un mieux. Donc, je partage totalement. Nous n'avons pas à rester dans une souffrance, dans une pénibilité, dans une situation d'échec que nous pouvons vivre comme celle-là. Non, aujourd'hui, il existe des tas d'outils, de ressources pour nous aider à cheminer, à harmoniser nos émotions, à contribuer à la paix dans le monde. Et contribuer à la paix dans le monde passe par le fait de servir la paix en soi d'abord. Et donc, c'est tout ce chemin-là auquel moi je me dédie à titre personnel et à titre professionnel aujourd'hui. Bien sûr, tu sais que moi je parle beaucoup de la spirale dynamique, qui est aussi justement un chemin d'évolution et d'éveil personnel, qui est un choix un petit peu. Tu nous parlais du response-able la dernière fois, qui est un choix effectivement qui se présente lorsque tu as un obstacle en fait, un défi, un obstacle, un challenge. À toi de choisir. Tu peux évidemment rester immobile. Tu peux, ça arrive, repartir en arrière. Je suis allé trop loin et je ne sais pas, je repars. Et puis, évidemment, la voie à adopter, c'est celle du dépassement de cet obstacle qui consiste forcément à se demander quelle est la leçon, quel est le cadeau caché qu'il y a derrière cet élément, cette situation pour pouvoir avancer et continuer à monter. Et dans cette spirale dynamique, les 6 premiers paliers sont justement des paliers qui sont franchis pour échapper à quelque chose d'inconfortable, alors que les 2 derniers, c'est une spirale d'expansion.
Et là, voilà, ce que tu dis, hein, quand on arrive vers... je ne pense pas qu'il y ait une fin de chemin vraiment, mais en tout cas, un bon bout de chemin accompli, on entre dans cette mission, on entre dans cette expansion pour transmettre, pour rayonner. Ça te parle? Oui, ça me parle parce que nos expériences individuelles sont pour moi au service du collectif. Il n'y a pas de séparation entre ce que je vis, moi, et ce qui se passe dans le monde. C'est l'effet papillon dont on parle quand même de plus en plus maintenant depuis un certain nombre d'années. Et donc, je ne peux pas ne pas me sentir concernée par. Alors, est-ce que je suis puissant pour aider? Je pense que tout ce à quoi on contribue à son échelle, individuelle, dans son entourage, dans sa famille, dans sa vie professionnelle, sont autant d'actions qui sont porteuses d'une transformation et de vertu dès l'instant où on est guidé par une intention d'harmonisation. Tout à fait. Justement. Je rappelle ma définition du bonheur rentable, hein, c'est l'art de savourer la vie en contribuant à améliorer celle des autres. Donc on comprend qu'il y a bien sûr un élément de connexion à soi avant de pouvoir contribuer justement aux autres, et qu'il faut savourer la vie. Donc pour savourer la vie, oui, il y a tout ce chemin qui te permet de canaliser justement ce potentiel, cette puissance, ce lien à l'intériorité, à l'intention et à l'attention que l'on peut se porter pour pouvoir ensuite la transmettre aux autres et contribuer effectivement à transformer finalement la société et soyons effectivement ambitieux. Hein. Absolument, soyons ambitieux et soyons ambitieux là où nous sommes. En ce qui me concerne, c'est vraiment d'aider mes clients victimes, victimes d'une erreur médicale, victimes d'un accident de la route, victimes d'un burn-out, qui ont été atteints dans leur chair, qu'elle soit physique ou psychique, à pouvoir rebondir à l'occasion de ce fracassement en fait de leur vie, pour les aider à se relever avec une demande juridique à l'égard de l'auteur, et également avec un chemin personnel pour pouvoir se relever et retrouver du sens dans sa vie, reprendre les rênes de sa vie en main. Il y a vraiment le fait d'être acteur, en fait, de redevenir acteur d'une solution et de la suite du chemin. Tout à fait. Alors, je te propose de revenir vers le partenariat, puisque tu nous parles évidemment justement de partenaires holistiques, et on a beaucoup parlé dans le premier épisode d'une collaboration avec l'humain au centre. On n'a pas évoqué de contractualisation ou de formalisation, mais là j'imagine par contre qu'avec des partenaires, en bonne avocate, en bon juriste, tu as des outils qui sont adaptés à cette forme de relation particulière, disons-le quand même. Oui, là aussi, ça demande d'être créatif et d'être dans une autre vision pour être congruent. Le contrat juridique classique est en fait un contrat qui est axé sur la gestion des peurs et de baliser la relation contractuelle pour que globalement toutes les peurs liées à une situation d'échec de cette relation soient anticipées, soient réglées et puissent trouver une solution dans l'écrit. Moi, j'ai eu envie de pouvoir apporter un angle différent, l'angle opposé, c'est-à-dire de capitaliser sur cet élan commun de travailler ensemble, sur qui nous sommes, sur quelles sont nos valeurs et sur ce que l'on construit à partir de là et dans lequel et moi et l'autre nous sommes confortables. Et cette approche-là, elle a pu se concrétiser à travers le concept de contrat conscient, qui est une méthode en fait qui vient des États-Unis et qui
axe le contrat, la relation sur le service au développement, au bien-être et à la capitalisation de tout ce qui fonctionne bien dans la relation. Et donc, pour être plus concret, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, ça passe en fait par plusieurs rencontres avec le partenaire pour vraiment parler de soi, parler du projet. Et à titre personnel, ça passe aussi par le fait de pouvoir exprimer ses peurs. Mais en fait, de quoi est-ce que j'ai peur, moi, en collaborant avec toi, par rapport à mes expériences passées, par rapport aux difficultés et aux fermetures, justement, que j'ai pu à un moment mettre en place pour me protéger. Et donc, dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, je peux les rouvrir, ces portes qui ont été fermées, parce que je fais choix de la confiance. Et ce qui est très très beau dans ce chemin-là, c'est qu'en fait, bien souvent, la première rencontre se fait dans la logique du contrat classique. Donc on sent effectivement un petit peu la rigidité en raison des peurs qui sont non exprimées, et qu'on va sur ce qu'on veut construire, mais en même temps, il y a un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Et puis qu'au fil des rencontres, au fil de l'expression de soi, et quand on aborde les peurs, eh bien là, tout d'un coup, il y a un relâchement corporel qui se fait, il y a une détente qui s'installe, il y a une ouverture, il y a un sourire. Ah, toi aussi, tu as vécu ça ou tu as peur de ça, ok. Eh bien écoute, moi j'ai besoin pour pouvoir parer cette peur de ça. Et l'ensemble de ces éléments figure dans le contrat conscient. Et ce qui est très très beau après, c'est que dans la relation, chacun a à cœur d'aller nourrir les besoins exprimés de la personne, besoin de reconnaissance, besoin de feedback, besoin de communication, besoin d'être entendu, enfin voilà, toute forme de besoin qui peut être exprimé, et également une attention portée aux peurs, et dans le vécu de la relation, de s'assurer du bien-être de la personne dans la relation, et ça passe aussi par des petits checks de température périodiques. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, il y a un élément fondateur en fait de cette relation qui est qui comporte des détails et des attentes et des besoins que tu viens de nous décrire. Mais ensuite, évidemment, il faut le faire vivre. Oui, il faut le faire vivre. Et la particularité de ce contrat conscient, c'est qu'en fait, il n'y a pas de clause de résolution de conflit. Je m'explique. C'est-à-dire que le contrat est rédigé sur ce que nous voulons développer. Et puis, il y a ce qu'on appelle une clause d'ajustement au changement. Et dans cette clause, en fait, nous allons organiser la manière, le process que nous voulons mettre en place pour nous aider à gérer la relation lorsqu'elle amène une modification ou un besoin de changement. Et à ce moment-là, le processus est détaillé et ça reste une dynamique relationnelle de communication pour sortir de la difficulté, mais à travers des étapes qui sont tout à fait bien précisées. Très, très, très intéressant. Parce qu'effectivement, la vie, c'est le mouvement. On en a déjà parlé. Exactement. Et chaque élément, chaque situation vient nourrir finalement ce mouvement. Et la clé, évidemment, ou le défi, le challenge permanent, lorsqu'on est dans une collaboration, c'est d'évoluer en même temps. Il peut y avoir d'abord évidemment des sphères qui échappent à la collaboration, des sphères privées, puisque là on est dans le domaine professionnel, qui vont venir elles-mêmes chahuter, on va dire peut-être l'équilibre de la personne, ou en tout cas son cheminement.
ce qui peut ne pas être perceptible immédiatement par l'autre, mais par contre engendrer des changements de comportement professionnels. Donc c'est ce chemin de rééquilibrage, d'harmonie, puisque c'est un terme que tu utilises beaucoup, qui devient vraiment la clé de cette collaboration évolutive, puisque on part d'emblée sur du long terme. On n'est jamais dans quelque chose, en tout cas je le conçois comme ça, dans du court terme. Donc dans ce long terme, on a évidemment des mouvements qui vont intervenir. Encore faut-il y prêter attention, les identifier donc, en parler. Donc je suppose qu'il y a des éléments de communication non violente qui sont aussi derrière le contrat conscient, j'imagine. Certainement, c'est indispensable. Le contrat conscient ne peut s'inscrire que dans une dimension de conscience, de bienveillance, d'authenticité, de partage. Et donc oui, c'est toute une posture relationnelle qui est tournée vers le respect de soi, vers le respect de l'autre, vers le respect de la relation, avec le fait de prendre soin de l'humain, du vivant. Exactement. Et là où c'est encore plus puissant, c'est qu'effectivement, il y a donc toute cette logique, on va dire, de communication bienveillante, donc non violente, qui est déjà intégrée, mais il y a en plus le process, la formalisation, et tout ce qui a été listé en anticipation, puisqu'on est évidemment dans la prévention. Et on fait vivre pour que cette prévention puisse continuer à être effectivement un élément de résolution préventive, au lieu d'aller sur la crise, le conflit et la difficulté. Oui, et lorsque la crise ou le conflit survient, parce que ça fait partie, le désaccord et le conflit font partie de la relation, donc ça n'est pas le dénier, l'éviter, faire comme si il ne nous concernait pas parce qu'on est dans un contrat conscient, mais plutôt de l'intégrer comme ça va de toute façon arriver. Et donc le jour où ça arrive, eh bien, comment voulons-nous nous donner la chance de pouvoir le dépasser ensemble à travers la communication d'abord. C'est ça. Donc, maître mot, la conscientisation à tous les étages, finalement. Conscientisation dans cette relation, dans cette rédaction, dans cette communication. Eh bien, merci beaucoup, Séverine, pour cette illustration qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup d'auditeurs. Merci à toi, Valérie. À bientôt. À très bientôt. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast, en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Séverine Évrard. Bonjour Séverine. Bonjour Valérie. Nous nous retrouvons donc dans le 4e épisode. Dans les précédentes interviews, je rappelle, on est toujours autour de ton défi d'oser demander et recevoir de l'aide. On a parlé d'entrepreneuriat collaboratif, de l'importance de la connexion à soi pour pouvoir entretenir des relations fructueuses avec l'autre, de ta méthodologie vis-à-vis de tes partenaires avec le contrat conscient, qui était le dernier épisode. Aujourd'hui, je te propose d'aborder toujours cette part de relation, mais avec tes clients. On a vu tes équipes dans le premier aussi, j'ai oublié de le rappeler. Donc quand tu reçois un nouveau client potentiel, puisque je suppose qu'il y a d'abord une première consultation, un premier échange, comment ça se passe et comment tu amènes justement la personne à aborder le conflit de façon holistique, ou comment tu testes peut-être déjà la réceptivité à cette approche holistique pour mettre en lumière justement ce qui se joue derrière la situation?
Lorsque je reçois un client, qui est donc une nouvelle personne que je ne connais pas, le premier entretien sera marqué, j'ai envie de dire, par un point commun. C'est-à-dire que je vais vraiment m'atteler à écouter le vécu de cette personne par rapport à la situation qui l'amène chez moi, l'interroger sur ses besoins pour pouvoir se sentir mieux dans cette situation. Et c'est toujours volontairement très large, en fait, parce que pour moi, le juridique est au service de la solution à laquelle songe le client. Je vais également l'interroger sur ses attentes en venant voir l'avocat. Et puis, une fois que j'ai tous ces éléments-là, je vais lui donner un premier éclairage de sa situation au niveau de ses droits et obligations et de ceux de la personne impliquée ou de l'entreprise impliquée dans le problème qu'il vit. Et puis ensuite, je vais lui expliquer ma manière de fonctionner et évidemment, lors de ce premier entretien, aborder aussi la question financière pour qu'il puisse sortir de là avec suffisamment d'informations pour pouvoir alors faire un choix. Être responsible. Exactement, c'est la toute première étape. Quelle est la réponse que lui veut se donner par rapport au chemin de solution. Et donc c'est essentiellement un entretien de prise de conscience et déjà d'éclairage sur les droits et obligations sur le juridique. Ensuite, lorsque le client décide d'ouvrir le dossier, lorsque moi j'ai envie de travailler avec ce client, eh bien le dossier est effectivement ouvert au sein du cabinet et là je vais demander au client de nous communiquer toutes les pièces de son dossier, les analyser et lui donner alors un avis motivé sur sa situation personnelle au niveau juridique. Et à ce moment-là, si le client souhaite aller plus loin et avoir cette démarche holistique, je vais alors lui proposer un rendez-vous où je vais le questionner de manière approfondie cette fois-ci par rapport au conflit, par rapport à ce qu'il vit du conflit, par rapport également à ce que ça peut évoquer chez lui, est-ce que le ressenti qu'il a aujourd'hui, il a déjà eu dans d'autres situations, etc. Bref, par toute une série de questions extrêmement précises, je vais recueillir de l'information. Et dans les réponses que le client va me donner, je vais épingler des éléments que bien souvent le client ne met pas du tout en relation, mais qui pour moi font sens, de manière à pouvoir identifier un sujet, un schéma récurrent, une problématique particulièrement saillante, qui va alors constituer la thématique à aller explorer de manière plus approfondie avec un partenaire ressource. Ensuite, cette thématique étant définie, je propose au client d'aller faire une démarche de développement personnel avec un partenaire ressource. Il va aller faire cette démarche ou pas, parce qu'il est toujours libre. Lors de cette démarche, il va en fait avoir une compréhension de ce qu'il vit de manière complète, approfondie, très large, et souvent conscientiser des éléments dont il n'avait pas conscience au départ en venant me voir. Toi, tu vas guider à ce moment-là le thérapeute sur ce qui est attendu, sur la problématique qui a été soulevée ? Alors, pas sur ce qui est attendu, mais sur la problématique à explorer. Et après, le thérapeute a évidemment libre choix de l'exercice de son outil. Mais je rappelle que c'est un outil que je connais, que je valide avec une expertise, une éthique que je reconnais. Tu échanges avec le thérapeute Alors préalablement ? En fait, je n'échange pas avec le thérapeute, mais au terme du premier entretien holistique avec le client, il y a effectivement un formulaire qui est complété par moi, par le client. Et le client va avec ce formulaire chez le thérapeute et le thérapeute remplit un formulaire qu'il remet au client. Et le client me communique alors ce formulaire complété. Exactement. Et une fois que le client revient chez moi, je vais alors l'aider au vu
du travail effectué avec le partenaire ressource à être davantage aligné dans la défense de ses intérêts, dans le chemin de la solution. Le résultat pour le client est qu'il est acteur du chemin, il n'est pas passif, non, il est actif, donc il retrouve en fait une assise, il retrouve de la confiance, il retrouve du pouvoir et il est à même de cheminer vers une sortie du conflit qui lui permettra d'être plus serein et de mettre en place un nouvel équilibre. Ouais, tu proposes une co-construction finalement de la solution dans laquelle il est impliqué, bien sûr, au premier chef. Et j'imagine, en tout cas c'est peut-être une question que j'ai envie de poser, par rapport à la première ou la deuxième séance, lorsqu'il vient, il vient pour un conflit, donc il y a certainement une certaine animosité, une envie évidemment de régler ce point. Est-ce qu'il peut y avoir un changement justement de la personne forcément sur la façon de l'aborder, sur peut-être être plutôt dans la médiation que le procès, je ne sais pas par exemple, hein. Est-ce que tu constates des évolutions dans cette logique justement de solution ? Oui, il y a une évolution chez le client qui arrive bien souvent en colère ou avec de la frustration ou avec un sentiment d'impuissance. Il se sent en fait perdu par rapport au conflit. Et cette démarche lui permet d'être plus apaisé. Et le fait qu'il soit plus apaisé, il se décolle en fait du conflit. Ce qui lui permet d'être à meilleure distance. Pour observer. Oui, pour observer et pour s'observer lui, et aussi pour être moins sujet au rapport de force qui peut se présenter avec la partie adverse. Et le fait qu'il soit à meilleure distance permet donc d'envisager la solution et le chemin de solution de manière plurielle. Et ce qui fait qu'effectivement, un client qui au départ pensait à la procédure judiciaire peut finalement plutôt se tourner vers la médiation ou plutôt faire choix d'une négociation entre avocats sans que lui participe directement. Et ce qui est intéressant dans ce choix éclairé, c'est que le client est beaucoup plus serein et donc moins victime. Ouais. La posture est différente. C'est tout à fait différent. Il y a une différence énorme entre un client qui va au procès avec une volonté de gagner envers et contre tout et de pouvoir, entre guillemets, faire la peau juridique à l'adversaire, et un client qui va à la procédure judiciaire pour que le magistrat dise le droit et pour entendre l'éclairage d'un tiers sur la situation difficile. Ouais. La démarche est la même, mais l'intention et la posture est tout à fait différente. Et j'ajouterais, si tu me permets, le fait que tu mets justement toi en situation sur un pied d'égalité, si je puis dire, presque. En tout cas, tu fais ressentir à ton client qu'il est sur un pied d'égalité avec toi dans la co-construction de la solution. Alors que on a souvent l'image de la justice, l'avocat, qui sait. C'est le sachant et on vient le voir parce qu'il y a un passage obligé, on sait que ça va être cher et que nous on a envie de gagner mais on ne sait pas bien comment ça va se faire. Et je le mets peut-être un peu en relation, en tout cas en comparaison avec l'univers médical aussi. Lorsque l'on est malade et que l'on va voir le spécialiste et que l'on s'en remet finalement à son diagnostic, on a l'impression de subir, on a l'impression, alors c'est pas nécessairement d'être victime, mais par contre c'est d'être passif, de subir un diagnostic, qu'il soit finalement juridique ou médical, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Sur le diagnostic,
on n'est pas toujours acteur, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit le médecin ou l'avocat, le diagnostic juridique ou le diagnostic médical va être le résultat de différents éléments mis ensemble qui font qu'il y a une situation de départ qui est posée. J'ai envie de dire, en revanche, que ce soit dans le chemin de guérison médicale ou dans le chemin de solution juridique, là, le client, le patient, a une part active à prendre. Et ça fait toute la différence. C'est là que la profondeur de la démarche entre en ligne de compte. C'est là que la complexité de la situation de départ peut être pleinement rencontrée dans tous ces aspects. Et c'est ça qui, à mon sens, donne une guérison totale et une solution totale. En fait, globalement, une victoire. Victoire sur la maladie, victoire sur le problème juridique. Je te rejoins à 300%. Lorsque l'on est effectivement acteur, on fait partie de la solution. Si on se contente, on va dire, de s'en remettre à autrui, à l'expert, au sachant, comme je disais, bon, ça peut fonctionner, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même se priver de chance, soit de succès, soit de guérison, alors qu'on a cette pleine responsabilité de nos vies, de notre vie. On est vivant, donc cet engagement personnel, cette connexion à soi, finalement, il y a à la fois de l'humilité, mais en même temps aussi de la bienveillance et du respect dès lors que l'expert a mis cette clarification en place, parce que tu dis le diagnostic... il est fait sur des faits objectifs, hein, comme la communication non violente, on commence par les faits, mais si cette étape-là n'est pas instruite d'une façon bienveillante pour l'aider à comprendre et l'intégrer dans la compréhension du diagnostic, à ce moment-là, je dirais l'étape 2, c'est même pas la peine. C'est vraiment la première marche de l'escalier qui me semble primordiale pour pouvoir arriver finalement sur la marche ensemble de la co-construction de la solution, même si bien sûr on te délègue ensuite en tant qu'avocate la mise en œuvre qui là dépasse l'expertise justement du client, mais il la comprend, il l'observe et il peut en accueillir certainement beaucoup plus facilement les résultats. On est bien d'accord, c'est une équipe qui est fondée sur la complémentarité et c'est dans cette équipe que le chemin vaut autant la peine que le résultat, que l'arrivée. Et j'irai même plus loin, c'est que dès l'instant où le chemin a été vertueux, où le chemin a été nourricier, où le chemin a été pacificateur des émotions qui étaient à l'œuvre, où le chemin a permis une compréhension beaucoup plus large des enjeux, le point d'arrivée, il devient presque secondaire, en fait, parce que de toute façon, le client a été nourri, chemin faisant. Et que cette nourriture, il va pouvoir s'en servir pour toute la suite de son chemin après le conflit, après la résolution du conflit. Totalement là. Quand tu dis effectivement le point d'arrivée, j'aime bien parce que souvent on oppose un peu le chemin et le résultat. Et moi, j'aime bien les lier quand même parce que je trouve qu'évidemment, le chemin est enseignant, mais le résultat est important. Et l'action est déclenchée pour justement obtenir un résultat. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans le travail de la collaboration et de toute la construction et donc de la compréhension de cette croissance finalement personnelle, là, il y a un résultat. Il est là, le cadeau caché. Donc, effectivement, il y a systématiquement un résultat de toute façon pour la personne à son échelle personnelle. Et il y a un point d'arrivée qui est une étape finalement de vie et qui n'est pas le résultat. Le résultat, c'est autre chose. J'aime beaucoup cette idée d'étape de vie, parce qu'on est amené, enfin la vie est déjà faite de cycles,
de plusieurs cycles, de début, de fin, de mouvement, et que l'étape est aussi chaque fois une manière de rebondir. C'est comme si on était dans une ascension avec des paliers, et que parfois, effectivement, on reste à un certain niveau, mais c'est pour mieux, en fait, continuer cette ascension. Donc je trouve ce terme très juste. Bien, merci. Et ça me fait un lien aussi avec la spirale dynamique dont je parlais la dernière fois, puisqu'on est bien sur des paliers d'éveil, de conscientisation, qui sont effectivement des étapes de vie, et chaque palier donne un résultat. Et c'est à nous ensuite de décider, de continuer à cheminer. Eh bien, merci pour ce moment délicieux. Je l'avais dit en préambule, que ces moments allaient être délicieux. Je me régale. Donc, je te donne rendez-vous par un 5e et dernier épisode prochainement. Très prochainement, Valérie, je suis là. Merci Séverine, au revoir. Au revoir. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast, en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Séverine Évrard. Eh bien, bonjour Séverine, pardon. Sandrine, Séverine, ça fait un Sanvrine. Je ne sais pas ce que j'ai inventé là, mais un nouveau prénom. Bonjour. Bonjour Valérie. Donc, nous sommes dans le 5e et dernier épisode. Je rappelle une dernière fois ton défi, oser demander et recevoir de l'aide. Les sujets abordés sur l'entrepreneuriat collaboratif, la connexion à soi, le contrat conscient, tes partenaires, l'alignement avec tes clients et ces expériences que tu leur proposes, ces résultats dans le chemin. Je te propose maintenant de nous présenter peut-être un petit peu la synthèse finalement de tout ce parcours que tu as fait. Et qui t'ont amené à définir finalement l'identité de l'avocat aligné, ce sont tes termes, que tu as déclinés dans un ouvrage de justice à justesse et aussi dans une formation. Donc peut-être pour nos auditeurs, pour résumer, dans un premier temps, peux-tu nous donner la définition de l'avocat aligné ? L'avocat aligné est un avocat qui a conscience de ses valeurs, qui les pratique, qui les incarne, qui les déploie dans son métier. C'est un avocat qui est également capable de mettre sa créativité au service de son métier d'avocat de manière telle que sa pratique lui ressemble dans sa personnalité, j'ai envie de dire, unique et propre, et également un avocat qui a équilibré sa vie privée et sa vie professionnelle, ce qui est un grand challenge pour nous, évidemment. Ah oui, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai. Oui, notre métier est un métier exigeant, stressant, contraignant, avec beaucoup d'impératifs également, et c'est souvent très difficile de pouvoir fermer la porte des dossiers de ses clients, des enjeux émotionnels, du travail que nous avons à produire en termes de mise en état d'une procédure judiciaire, par exemple. Et donc de très nombreux avocats ont tendance à mettre leur vie professionnelle au centre, de facto, de leur vie. Et bien souvent, cela peut avoir un impact sur leur dimension émotionnelle, dans la vie privée, dans la vie affective, dans la vie professionnelle également. Et ce peut être la porte d'un épuisement. Or, aujourd'hui, de nombreux avocats quittent la profession depuis déjà quelques années, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg, et ils le quittent bien souvent parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver cette clé d'équilibre et d'épanouissement. C'est dommage parce que ce sont souvent de très bons éléments qui quittent, des avocats qui étaient éminemment investis.
Et j'aurais pu, moi aussi, quitter le métier à certains moments quand je ne m'y retrouvais plus. Et puis j'ai fait le choix de me dire, OK, avant de le quitter, donne-toi la possibilité de le vivre comme tu as envie de le vivre, comme il a du sens pour toi de le vivre. Et puis après, tu verras. Et il se trouve que j'ai mis en place cette autre manière d'être avocat et que je suis toujours là et d'autant plus justement passionnée, j'ai envie de dire. C'est très 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 intéressant parce qu'effectivement, cette fuite finalement, c'est la première réaction que l'on a facilement devant la difficulté, devant le danger, bon ça c'est sûr, donc ce sont nos cerveaux reptiliens qui sont un peu entraînés à ça, et on essaye un peu, pour peu qu'effectivement il y ait eu un peu d'épuisement, même beaucoup, c'est un chemin qui paraît assez simple et qui, enfin simple, c'est pas simple parce qu'il faut se reconvertir bien sûr, mais en tout cas qui paraît plus logique et je dirais qui est même encouragé quelque part. Je sais pas si tu me rejoins. On a quand même dans la société beaucoup cet élément aujourd'hui de prise de conscience, de l'ikigai, et je ne dénigre absolument pas les méthodes en elles-mêmes. Les outils restent toujours des outils, c'est ce que l'on en fait qui est important. Et quelque part peut-être décourager en encourageant la fuite ou la reconversion n'est peut-être pas forcément toujours la bonne voie. Ce que j'ai pu observer, c'est une réelle difficulté à envisager le métier d'avocat autrement. Et quand c'est envisagé, à oser mettre en place les transformations nécessaires pour réaliser le métier autrement. Il y a un petit peu cette idée que le métier d'avocat est dans un moule. C'est un métier historique, hein. Le barreau de Bruxelles existe depuis 1811, un peu comme l'école. Voilà, ça n'a pas beaucoup évolué dans la pratique. Et donc, le fait de concevoir qu'il peut être réalisé autrement est déjà un frein. C'est un premier frein. D'où l'idée alors d'aller ailleurs pour faire autre chose ou pour faire autrement. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que d'évoluer, comme des tas de professions, avec l'intelligence artificielle qui est déjà implantée dans nos métiers et qui le sera davantage très 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 rapidement. Nous n'avons pas le choix, en fait, que de nous repenser, que d'être créatifs, que de nous remettre en question, que d'être dans une forme d'humilité pour envisager de faire différemment. Donc, en fait, c'est maintenant que ça se passe. C'est clair, c'est clair. Et je ferai un parallèle, moi, puisque, comme tu le sais, je suis, moi, sur la sphère financière. J'ai été directeur financier pendant de nombreuses années. Et j'ai commencé d'abord par me dire... la finance, j'aimerais bien faire autre chose. Et pas j'aimerais bien, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire de la communication. Donc j'ai foncé, évidemment. Ce n'était pas un rejet, c'était plutôt une opportunité. Mais ensuite, je suis passée par l'humain, le développement personnel, etc. Et un jour, je me suis dit quand même, c'est un peu dommage de laisser toute cette expertise et toutes ces expériences que j'ai eues et qui sont utiles, d'autant que si je réunis la communication, l'humain et la finance, on pourrait peut-être faire quelque chose de bien. Et c'est au travers de toutes ces expériences sur mon chemin et ces étapes dont on parlait que j'ai fini par bâtir le bonheur rentable. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, toi aussi, tu mets l'humain au centre et ensuite tu vas travailler sur la solution juridique. Moi, c'est un peu la même chose avec le bonheur rentable. C'est l'épanouissement au sens de la connexion, bien sûr, à soi, sa découverte du capital identitaire, humanitaire et de son profil monétaire, pour ensuite ajouter l'élément rentable qui est aussi absolument indispensable évidemment pour tout un chacun et encore plus pour les entrepreneurs qui sont les personnes auxquelles moi je m'adresse et encore plus les fêlés qui sont mon cœur non pas de cible mais mon cœur total d'accompagnement. Donc j'ai eu cette même expérience finalement
de résilience et de dire non, on peut le faire autrement en fait. Et la finance en soi, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut rejeter. Au contraire, il faut savoir l'intégrer. Mais pour savoir l'intégrer, il faut l'aborder autrement. Exactement, l'aborder autrement, et c'est un « et ». Effectivement, et aujourd'hui, voilà, je suis contactée par des avocats et des avocates, principalement des avocates, qui ont ce désir-là, mais qui ne savent pas très bien comment faire, comment procéder, comment concrètement matérialiser le faire. Et c'est précisément là que, étant passé par là, le pratiquant aujourd'hui, je peux évidemment les aider à cette mise en place dans leur pratique, dans leur cabinet, à eux et à elles. Bien sûr, tu as la légitimité, l'expérience, et tu as même une formation. Oui, j'ai choisi de pouvoir accompagner ces avocats et ces avocates-là à travers une formation qui vraiment leur permet d'avancer pas à pas et de mettre en place cette transformation. Donc, ce n'est pas une formation théorique où ils vont partir avec des concepts et puis finalement se dire, bon, c'est très bien, mais comment est-ce que je fais ? Non, il s'agit vraiment, pendant la formation, de mettre en place ces transformations, aussi parce que moi, mon mode d'apprentissage, il est expérientiel. Et donc, Là, je crois qu'on rejoint les multipotentiels. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, de transmettre. On a quand même aussi un besoin d'efficacité, un besoin d'immédiateté et un besoin de pouvoir valoriser en fait nos actions et ce que l'on fait. Donc voilà, c'est une formation qui est un accompagnement sur 1 an, qui comporte 4 modules. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de ne suivre qu'un module en fonction des besoins de l'avocat. Et de bénéficier à la fois de l'individuel et du collectif. Parce qu'un des travers, et qui peut-être rejoint un petit peu mon défi, qui était donc de demander et d'accepter de recevoir de l'aide, c'est qu'on est très seul. Notre métier, au départ, nous élève dans cette solitude. Or, beaucoup d'avocats en ont assez de cette solitude et ont besoin de pouvoir être avec leur pairs. Et c'est aussi ce que permet la formation, c'est d'avancer ensemble. C'est une super proposition, qui coïncide évidemment et qui est totalement alignée avec tous nos échanges précédents. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'avocats sont prêts à ce changement, à ce autrement, à cette transformation, et justement à finalement accepter l'idée de se transformer eux-mêmes? J'imagine que c'est une formation transformante qui va les amener vers du mieux, mais c'est un choix, encore, avec notre Responsible, un choix qui demande sacrifice est un grand mot, mais de résilience en tout cas, d'y croire. Donc, quel est ton vécu sur le sujet ? Écoute, mon vécu sur le sujet depuis maintenant presque 2 ans, c'est que beaucoup d'avocats sont essoufflés, beaucoup d'avocats sont usés, beaucoup d'avocats sont épuisés, beaucoup d'avocats se plaignent à juste titre de leurs conditions de travail, que ce soit face au système judiciaire avec un arriéré important, qu'au niveau de la pression qu'ils vivent dans la relation client ou dans la relation avec des associés. Peu sont conscients de leurs besoins de changement, et dans ceux qui sont conscients de leurs besoins de changement, peu sont ceux qui sont prêts à passer à l'action de la transformation. En fait, il y a différentes étapes entre le fait d'être en difficulté et puis le fait d'être en solution, d'être dans autre chose. Et ça, c'est une prise de conscience que j'ai faite durant ces 2 années. Parce que comme pour moi, dans mon expérience de vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Dès l'instant où un problème est identifié, la solution est quasi immédiatement présente. C'est comme les 2 versants d'une même médaille. Or, ce n'est pas la manière de fonctionner de tout le monde. Donc
Ça a été pour moi une belle découverte, là aussi, de l'altérité. Je dirais que ceux qui en ont conscience et qui veulent le changement et qui font le pas transforment alors rapidement, et que pour les autres, le chemin est encore à faire pas à pas, tout en sachant que certains, même s'ils sont dans l'inconfort, ne passeront pas le cap de la transformation. Moi, dans le chemin du bonheur rentable, je parle de 3 étapes de révélation, de valorisation et d'intégration. Donc je pense que la révélation, comme tu dis, il faut déjà être passé par quelque chose qui permet de prendre conscience qu'il y a peut-être une autre façon de faire et d'y adhérer. Et puis, cette valorisation, je crois qu'on est en train d'en faire un morceau, c'est de continuer à être dans cette communication de la valeur de ce que tu apportes. Et j'allais dire aussi, n'y a-t-il pas des chemins avec les organisations et les systèmes qui pourraient aider à prendre plus tôt aussi. En tout cas, comme tu l'as exprimé dès le début, c'est oser demander du soutien. Est-ce que dans cette filière, parce que j'allais dire, ce que tu proposes pourrait très bien s'adapter aussi aux entrepreneurs, le contrat conscient, enfin, il y a plein de process qui pour moi résonnent absolument entrepreneuriat, mais le côté qui, toi, t'anime au départ, qui est celui de l'avocat, y aurait-il des institutions qui pourraient être à l'écoute de ce podcast, à qui tu pourrais t'adresser ? Écoute, je vois dans la question que tu poses 2 axes de réponse. D'une part, effectivement, moi je suis disponible pour prendre la parole dans toute institution pour partager cette pratique, ce point de vue, cette autre manière d'être avocat. Ça peut être au sein des universités, ça peut être au sein des barreaux, ça peut être par voie digitale, par voie présentielle, et j'adore cette communication. Et l'autre axe de réponse est effectivement sur la notion d'entrepreneuriat. Une question qui m'a été posée récemment et de la part de plusieurs personnes d'environnements tout à fait différents était finalement de me demander, mais Séverine, est-ce que c'est finalement bien aux avocats que tu as à t'adresser? Est-ce qu'ils sont suffisamment mûrs? Est-ce qu'ils ont faim de ça? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt aux entrepreneurs et que les avocats entrepreneurs viennent alors à toi par ce biais-là? Et cette question est effectivement intéressante. Je la trouve particulièrement intéressante, effectivement, puisque je t'avais moi-même aussi proposé, et je crois qu'on va le faire, je vous annonce en primeur que dans les ateliers du bonheur rentable qui se déroulent chaque mois, il y aura une séance avec Séverine sur justement cette façon d'aborder la collaboration, ces process en tant qu'entrepreneur, et pas nécessairement entrepreneuriat avocat, mais bien sûr tout à fait sur mesure pour l'entrepreneuriat avocat, ça va de soi. Mais je pense qu'effectivement c'est un chemin qui d'abord est un chemin de diversité. Moi je prône toujours cette diversité pour pouvoir tester des expériences, adapter, ne pas s'enfermer dans un seul chemin, une seule réponse, et pouvoir élargir, parce que tout ce que tu as décrit pourrait complètement se mettre en œuvre dans d'autres sujets avec qui tu pourrais aussi justement collaborer, et l'entrepreneuriat, bien là il est tout ouvert, ça c'est une certitude pour moi. Écoute, je te rejoins tout à fait. Ce que tu partages là, moi, me fait jaillir deux mots, j'ai envie de dire. C'est effectivement la diversité et le fait que la différence est toujours enrichissante, est toujours une source de
de grandir et d'avancer, et que un des points qui, moi, m'anime également, c'est le fait de faire des ponts, de sortir des cases pour pouvoir mettre en lien des éléments qui, au départ, ne le sont pas nécessairement. Et je pense que l'humanité est à cette image-là, c'est-à-dire tisser des liens, tisser ensemble une trame pour avancer en profitant de nos expériences individuelles, en les mettant à profit pour le collectif. Tu viens presque de décrire la constellation des fêlés, que j'adore dans Le Bonheur Rentable, cette constellation qui, effectivement, ce sont toutes ces étoiles qui sont reliées les unes avec les autres et qui tissent, effectivement, un nouveau chemin vers un nouveau monde. Et j'aime beaucoup l'idée de continuer à cheminer avec toi, Séverine. En attendant, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton univers inspirant. J'espère que ces conversations t'ont apporté de la matière sur le défi que tu nous avais exprimé, et qu'elles vont te permettre d'accélérer encore cette mission d'humanisation, finalement. Tu es en train d'humaniser la justice des hommes, et les chemins pour effectivement y arriver peuvent être multiples. Je te remercie, Valérie, c'était un plaisir, nos échanges et nos rencontres. Un vrai bonheur, et à bientôt donc pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.